Équilibre environnemental, économique et social, alimentation de l'homme, pharmacopée, préservation de l'identité culturelle, la forêt joue un rôle prépondérant dans le quotidien des Ivoiriens. On en avait 16 millions d'hectares il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on est bien en deçà de ce chiffre. Notre forêt ne va pas très bien, mais des mesures sont prises heureusement pour remonter la pente. Quelles sont ces mesures? Nous les connaîtrons ce soir. L'eau demeure le principal constituant des êtres vivants et l'élément indispensable à toute forme de vie. Sans eau, aucun organisme, qu'il soit végétal ou animal, simple ou complexe, petit ou gros, ne peut vivre. Quel est l'état des lieux de nos eaux en Côte d'Ivoire? La réponse ce soir. Notre faune, comment va-t-elle? Certaines espèces sont en voie de disparition, malheureusement. Même notre éléphant national, il n'en reste plus suffisamment pour qu'on s'enorgueillisse comme par le passé. On en parlera également ce soir. Vous l'avez certainement compris, l'invité de RTI 1 reçoit de ce mardi 30 avril bien, le patron du ministère des Eaux et Forêts, le ministre Laurent Tchagba, avec qui nous allons échanger pendant 90 minutes. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et avec moi, Monsieur le ministre, vous aurez également droit à des questions de Benjamin Soro. Il est journaliste à l'agence ivoirienne de presse, au desk économie, depuis un peu moins de 10 ans. Bonsoir, Soro. Bonsoir, Hamza. Bienvenue également. Merci. Et merci d'être avec nous. Vous aurez également droit, Monsieur le ministre, aux préoccupations des populations qui s'adresseront à vous et par téléphone et en scannant le code QR qui va s'afficher au bas de l'écran. Merci encore à vous. Bonsoir à vous aussi, chers téléspectateurs, et merci de nous rejoindre sur la chaîne qui rassemble. La ressource en eau, ministère des Eaux et Forêts. Monsieur le ministre, commençons par cette question tout de suite. Vos attributions au ministère des Eaux et Forêts, ce sont lesquelles? Merci de me donner la parole pour permettre de donner les informations sur mon ministère aux Ivoiriens. Et la première question me permet de situer les responsabilités qui sont les nôtres au niveau du ministère des Eaux et Forêts. En effet, en 2018, au travers d'un décret reportant organisation, fonctionnement et attribution, le président de la République a bien voulu nous confier la responsabilité d'adresser les problèmes des ressources en eau, les problèmes de la forêt et les problèmes de la faune. Ce sont ces trois axes qui constituent les éléments forts de notre mission au niveau du gouvernement. La faune, donc, l'étude des espèces animales, la flore, l'étude des espèces végétales présentes dans un environnement donné. Alors, cette flore-là, qui s'en occupe, puisque vous parlez de eau, forêt et faune, et la flore? Lorsqu'on parle de la forêt, la flore y est comprise. D'accord. OK. Pendant longtemps, on a pensé, Monsieur le ministre, que ce département ne servait qu'à couper du bois et à revendre. C'est un peu cette image-là que, je ne sais pas, on nous a donné il nous a été donné de voir. Vous en dites quoi? Oui, c'est vrai, c'est une impression. C'est une impression que les Ivoiriens avaient de ce ministère, parce que depuis des années, le secteur industriel bois est très, très important dans le PIB ivoirien. Alors, l'industrie du bois était florissante, l'industrie du bois donnait du travail, l'industrie du bois permettait aux familles de connaître l'équilibre économique. Donc, nécessairement, on ne parlait que de ça. Et ça donnait l'impression, effectivement, que les autres secteurs n'étaient pas importants. Mais on ne parlait pas des autres secteurs parce qu'on n'y avait pas de problème. Parce qu'il y a 10 ans, la Côte d'Ivoire n'a pas de problème d'eau. Il y a 10 ans, la Côte d'Ivoire avec sa faune intacte. Mais par contre, il y a 10 ans, le secteur bois était florissant et l'industrie
était en pole position. Donc, on ne parlait que de ça. Voilà, donc c'est cette impression qu'on a. Mais sinon, les eaux et forêts, on a la responsabilité d'adresser les problèmes de la ressource en eau, le problème de la forêt et le problème de la faune. Merci donc, Monsieur le ministre. Comment se portent nos eaux en Côte d'Ivoire? Sont-elles toutes de qualité? Notre reporter Astou Touré s'est rendue sur le terrain. Elle rentre même de Sikensi, dans la Niébi-Tiassa, où elle a constaté une certaine pollution de nos eaux. On regarde. Une eau polluée par une huilerie et une brasserie dans un environnement où cohabitent industrie et habitation, exposée à une odeur nauséabonde. Nous sommes à Sikensi, région de la Niébi-Tiassa, à environ 60 km d'Abidjan. Les déchets ont changé la couleur et la qualité de l'eau de la rivière Ba, principale source d'alimentation des cultures maraîchères et des bêtes. On a nos bêtes là qui tombent dedans souvent, la plupart beaucoup là, quand ça met qu'on oublie de jeter. C'est des pertes, mais il n'y a pas de solution pour pouvoir les exprimer là-bas. La qualité de l'eau n'est pas bonne. Marier les risques sont courus. Même lorsqu'on rentre dans l'eau, qu'on a une petite plaie, on sent des brûlures, on ne peut pas travailler, on est obligé de ressortir de l'eau. Il y avait un ruisseau d'eau naturelle ici avant, on utilisait même pour nos cultures, même pour boire. Mais depuis l'arrivée de l'eau de cette usine, toute l'eau est polluée. Même quand on fait des puits, l'eau là se retrouve dans les puits, ça contamine les puits. 30 km plus loin se trouve la rivière Pébo, un affluent du fleuve Agnébi dans le village de Kodiakro. La pollution occasionnée par les deux usines a changé les habitudes des habitants. On buvait, l'eau était claire, propre. On voit même les graviers d'en bas, tout et tout. Mais depuis, certaines usines sont ouvertes là. On a des soucis pour consommer l'eau. Regardez-nous pour. En Côte d'Ivoire, les ressources en eau sont menacées du fait de l'action de l'homme, l'orpaillage et la pollution via les industries. La plupart des grandes villes que vous voyez, l'approvisionnement en eau potable se fait à travers les eaux de surface. Les usines de traitement, les prises d'eau de la SODECI sont installées la plupart sur les eaux de surface. Donc il est important de préserver ces cours d'eau, de les préserver de la pollution, des contaminations extérieures. Parce que c'est cette eau-là qui est utilisée pour l'approvisionnement des populations, pour l'approvisionnement de Grand Abidjan, la population de toutes les grandes villes que nous connaissons. Il est important de le faire. Donc cela inquiète vraiment l'ensemble des utilisateurs et des gestionnaires que nous sommes. Et c'est notre rôle de signifier cela, d'informer, de sensibiliser et de prendre des mesures pour que toute la population, toute la communauté nous aide à protéger vraiment la ressource qui est une source vitale pour le pays. La Côte d'Ivoire dispose de 11 bassins versants et 4 bassins principaux, Komoé, Bandaman, Tassandra, Cavali et 8 bassins transfrontaliers. Pour assurer une bonne qualité de l'eau et en quantité, le ministère des Eaux et Forêts opte pour une gestion intégrée de la ressource. Nous mettons en place la GIR, qui est la gestion intégrée des ressources en eau, et qui a vraiment commencé à prendre effet au niveau de nos pays, avec l'adoption du nouveau code de l'eau. Gardien des ressources en eau, le ministère des Eaux et Forêts entend tout mettre en œuvre afin de les préserver parce que l'eau est vitale. Alors, Monsieur le ministre, avec ce reportage, dites-nous, est-ce que nos eaux en Côte d'Ivoire sont de qualité? Alors, avec ce qu'on vient de voir, je peux dire que cela confirme le travail que nous faisons tous les jours, qui consiste à sensibiliser la population à prendre en compte, à prendre au sérieux l'eau. Et nous travaillons à ce que ce problème de pollution puisse être adressé et jugulé. Mais c'est tout simplement parce que les populations, comme les industriels, ne respectent pas la norme. Sinon, on ne devait pas voir cela. Une industrie qui s'installe a son autorisation si et seulement si il a fait la preuve que toutes les eaux qu'il utilise, avant de les rejeter, il va les traiter.
Monsieur le ministre, ils ne devaient pas faire cela, ces industriels, mais ils le font. Et donc, nous, les populations, qu'est-ce qu'on fait? Si vous-même, en tant que ministre, vous avez l'air un peu désarçonné, désabusé par rapport à ce qu'ils font? Non, on n'est pas désabusé, on n'est pas désarçonné parce que hier, on n'avait pas les instruments juridiques et réglementaires pour pouvoir agir. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un code de l'eau adapté. Parce que lorsque on mettait en place le code de l'eau en 1998, il n'y avait pas l'orpaillage. L'orpaillage clandestin n'existait pas. Bon, mais lorsque l'orpaillage clandestin apparaît comme l'élément fondamental de la pollution de la ressource, on n'a pas d'élément juridique pour sévir. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé à avoir un nouveau code de l'eau qui alors nous permet d'avoir des éléments juridiques et réglementaires pour pouvoir sévir. Donc ce que vous avez vu, ce n'est pas normal et l'État prendra des dispositions pour sévir. D'accord. Vous avez parlé d'orpaillage, mais là, on parle d'industrie, de pollution due aux industriels. Est-ce que déjà les sources de pollution sont absolument identifiées? Et puis, quelles sont les mesures véritablement que vous prenez avant que nous donnions la parole à Soro Benjamin? Alors, les sources de pollution sont bien identifiées. Il y a les pollutions industrielles dont on a vu les images. Il y a l'orpaillage clandestin. Il y a l'agriculture qui utilise des pesticides. Et ces pesticides, dans le cadre de ruissellement, apportent le nitrate dans de l'eau de rivière. Et ces eaux de rivière qui rechargent les nappes peuvent contaminer aussi les nappes. Bon. Et ça, ce sont les sources de pollution les plus importantes. Alors, face à ces sources de pollution, des dispositions réglementaires ont été prises au niveau du code de l'eau, de telle sorte que dorénavant, nous avons la possibilité de nous adosser à quelque chose de réglementaire pour sévir. Parce que hier, lorsque vous allez sévir dans une industrie qui ne respecte pas les normes de traitement d'eau, qui les rejette, bon, vous n'avez pas des éléments. Et l'inspection classée, c'est chez le ministre de l'Industrie. C'est le ministre de l'Industrie qui doit pouvoir faire jouer le rôle de son inspection classée pour que l'eau qui est rejetée soit traitée. Et tout cela est pris en compte dans le nouveau code de l'eau et le travail de synergie entre le ministre de l'Industrie, le ministre des Eaux et Forêts, le ministre de l'Hydraulique. Tout cela est prévu et dans la solidarité gouvernementale, nous devons travailler à mettre en œuvre ce code de l'eau pour pouvoir faire en sorte que dorénavant, dans notre pays, on respecte la norme. Donc tout y est indiqué dans ce code? Dans ce code. D'accord. Soro Benjamin. Monsieur le ministre, avec tout ce qu'on vient de voir, c'est pareil dans plusieurs cas. D'Aboisseau, en passant par le centre, par le nord, en tout cas, beaucoup d'eau sont polluées. Est-ce que le pire n'est pas à craindre? Est-ce qu'on ne doit pas craindre? Est-ce qu'avant que le code justement de l'eau ne soit mis en œuvre, est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Non. Bon, le code de l'eau a été voté à l'Assemblée nationale, il est passé au Sénat et le président de la République l'a promulgué. Donc déjà, nous avons déjà anticipé pour pouvoir commencer à travailler. Ce qui fait que les brigades que l'État nous a permis d'avoir sont déjà en mouvement. Vous voyez, quand on prend, comme l'a dit tout à l'heure le journaliste, la BIA et la Tanoé, nous avons déjà positionné, une brigade à Noé pour pouvoir sévir sur tout le long de la BIA et sur tout le long de la Tanoé. Nous avons positionné une brigade de la BSSI à Morondo pour pouvoir aussi sévir à l'intérieur du continent tous ceux qui travaillent à polluer de l'eau. Et nous avons une police de l'eau. Monsieur le ministre, on a 537 cours d'eau en Côte d'Ivoire. Vous aurez des brigades pour tous ces cours d'eau?
Non, on ne peut pas donner une brigade pour un cours d'eau. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, bien que nous ayons une insuffisance de personnel, cette insuffisance de personnel est compensée par la technologie et l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, avec ma brigade qui est basée à Morondo, ma brigade qui est basée à Noé, bon, si j'ai 1, 2, 3 drones, bon, les gens qui se lèvent pour aller faire leur paillage sur la Taneux ou sur la Bia, avec mon drone, je sais déjà que je peux avoir déjà une alerte précoce à partir de mon drone et je fais agir la brigade. Et j'ai aussi des directions régionales, des directions départementales, des cantonnements forestiers et des postes forestiers qui peuvent être implémentés pour pouvoir participer à la lutte, n'est-ce pas, contre ces problèmes de pollution par des populations. Soro? Monsieur le ministre, en dehors des cours d'eau, il y a les nappes phréatiques aussi que vous devrez préserver. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un état de lieu? Oui, bon, les nappes phréatiques, ça, bon, c'est sûr que nous prenons énormément le problème des nappes phréatiques au sérieux parce que la plupart de l'eau que nous utilisons pour donner en boisson aux populations est prise à partir des nappes phréatiques. Donc nous faisons de telle sorte que l'eau qui vient de la ressource de surface, mais qui recharge les nappes, soit nécessairement potable. Enfin, potable, ne soit pas polluée, c'est-à-dire la densimétrie soit acceptable. Donc la protection des nappes est, comment dirais-je, induite à partir de la protection des rivières et des fleuves que nous avons. Avec tout ce qu'on constate comme pollution, j'ai lu quelque part en travaillant le sujet que notre eau est l'une des meilleures, peut-être même la meilleure par rapport à beaucoup d'autres de la sous-région. Vous confirmez? L'eau que nous traitons en Côte d'Ivoire est une eau, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit à Abidjan, l'eau est prise dans la nappe sédimentaire terminale à Abidjan. Donc la plupart de l'eau que nous servons en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est l'eau souterraine. À l'intérieur du pays, c'est de l'eau que nous prenons dans les fractures. Et ces eaux-là aussi sont des eaux qui sont déjà filtrées et protégées. Donc l'eau que nous traitons aujourd'hui, il y a très peu de l'eau de surface que nous utilisons pour pouvoir donner en boisson. Donc naturellement, l'eau que nous donnons étant déjà purifiée au départ parce que c'est de l'eau prise dans les fractures, c'est de l'eau prise dans la nappe phréatique, c'est déjà un plus pour nous, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays environnants, puisque eux, toute l'eau qu'ils donnent, c'est de l'eau de surface. Et les mêmes problèmes que nous avons ici, à savoir l'orpaillage clandestin, la pollution des eaux, eux, ils en ont aussi. Donc le traitement de l'eau de surface est beaucoup plus cher et beaucoup plus difficile que de l'eau de la nappe. Donc l'eau que nous donnons servant en Côte d'Ivoire est une eau vraiment de bonne qualité. D'accord, de bonne qualité, même la meilleure qualité, ça vous ne le confirmez pas? Non, meilleure qualité... Par rapport aux environs... Non, de toute manière, aux environs, ils sont obligés de respecter la norme. Donc dès l'instant où ils respectent la norme, leur eau a la même qualité que le nôtre. Que la nôtre, d'accord. Voilà. Et nos eaux ne sont pas utilisées que pour la boisson, hein? Non. Non. Dans l'agriculture? Non. Vous voyez, le ministère des Eaux et Forêts, sa mission, c'est de gérer la ressource de manière intégrée. C'est-à-dire que moi, en tant que ministre des Eaux et Forêts, je dois tout faire pour que l'eau soit disponible, pour que le ministre de l'hydraulique puisse en prendre pour traiter et donner aux populations. C'est ce qu'on appelle l'hydraulique humaine. Mais je dois tout faire pour que l'eau soit disponible, pour que le ministre de l'Agriculture puisse en utiliser pour faire l'agriculture par le système d'irrigation. C'est ce qu'on appelle l'hydraulique agricole. Je dois tout faire pour que l'eau soit disponible, pour que le ministre des ressources animales et halieutiques en dispose pour donner au bétail.
c'est de l'eau, c'est ce qu'on appelle l'hydraulique pastorale. Et c'est moi aussi qui dois tout faire pour que l'eau soit disponible, pour qu'on puisse utiliser pour fabriquer l'électricité. C'est ce qu'on appelle l'hydroélectricité. Donc, l'eau a plusieurs usages. Voilà. Mais moi, ministre des Eaux et Forêts, j'ai la responsabilité de tout faire pour que la ressource soit disponible, pour que les autres en aient, les usagers, les bons usagers. Vous avez parlé de barrage, ça me fait penser tout de suite au barrage de Kossou sur le Bandama. Le Bandama qui est le seul, le seul des 8 bassins versants transfrontaliers. Et sur 4, le Bandama est le seul à prendre sa source en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour nous quand même? Non, non, non. C'est-à-dire le fait que nous ayons sur les 4 grands bassins un seul bassin qui nous soit propre, c'est-à-dire qui prenne sa source chez nous, oui. Ce n'est pas un handicap, au contraire. C'est-à-dire que nous avons ce bassin que nous pouvons gérer avec une politique nationale sans interférence de notre pays. Justement, je parlais de handicap par rapport aux 3 autres qui, eux, ne dépendent pas de nous. Voilà, les 3 autres... Donc, si ce n'est pas bien géré du côté d'où la source se trouve, ça pourrait forcément nous nuire, non? Non, mais le problème, c'est qu'au niveau international, tous les cours d'eau transfrontaliers font l'objet de gestion à partir d'une autorité. L'autorité du bassin du Niger, l'autorité du bassin de la Volta, et bientôt l'autorité de la commune Biatanoé et l'autorité du fleuve Mano. Donc, les autorités sont mises en place et ils sont adossés à un texte validé par la Convention des Nations Unies et la gestion de ce fleuve transfrontalier sont faits d'accords partis. Donc, ceci, c'est dans le souci, effectivement, de prévenir les conflits. Parce que l'eau peut être source de paix, mais source de conflit. C'est pourquoi, très rapidement, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans la Convention mondiale des Nations Unies pour que les ressources en eau transfrontalières puissent être gérées à partir des autorités. Et ces autorités font en sorte que toutes les décisions sont prises d'accord partis. D'accord. Soro? Monsieur le ministre, vous avez la gestion des fleuves et du côté de la mer, puisque l'eau de la mer, elle est saumâtre. Est-ce que vous avez cette gestion? Oui, nous avons la gestion des lagunes et de la mer, mais le problème, c'est que l'eau de mer et l'eau de lagune ne pouvons pas l'utiliser pour la boisson, pour les humains, parce que cette eau est saumâtre. Mais le jour où on aura des difficultés au niveau de l'eau douce, on sera bien obligé d'utiliser la technique de l'osmose inverse pour pouvoir traiter les lagunes et la mer pour pouvoir donner de l'eau à la population. Mais à part les poissons qu'elles nous procurent, à quoi elles peuvent nous servir quand même, là, tout de suite? Ah oui, mais la lagune, le plan lagunaire est une richesse pour la Côte d'Ivoire. Parce que le plan lagunaire peut être utilisé pour le transport. Donc, une plus-value pour l'économie de notre pays. Le plan lagunaire, c'est grâce à ce plan lagunaire que nous avons les mangroves. Les mangroves, c'est là où se reproduisent tous les poissons du monde. Et c'est à partir de ces mangroves-là que les poissons viennent d'ailleurs pour se reproduire et après repartent dans les autres lagunes et dans les autres rivières. Donc, la lagune permet à la Côte d'Ivoire d'avoir une flore aquatique riche. Bon. Et vous savez que quand vous avez un plan lagunaire, vous pouvez faire du tourisme avec les sites que vous pouvez valoriser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec le ministère du Tourisme, avec le programme actuel.
Donc la lagune, c'est une grosse richesse pour la Côte d'Ivoire. Le programme Sublime Côte d'Ivoire. Voilà, Sublime Côte d'Ivoire. D'accord. Je crois savoir qu'entre la lagune et la nappe phréatique, il y a un jeu d'équilibriste quand même que vous faites. Il ne faut pas que l'une baisse trop par rapport à l'autre, sinon ça pourrait avoir des conséquences dommageables également. Alors la nappe, c'est effectivement la nappe sédimentaire du Quaternel. C'est une nappe qui a un piézomètre qui est au-dessus du niveau de la mer. Mais lorsque vous pompez trop la nappe, le niveau de la nappe peut baisser. Et lorsque son niveau devient en dessous du niveau de la mer va se jeter dans la nappe, donc va contaminer la nappe, et ça c'est dangereux. Parce que dès l'instant où la mer contamine la nappe va devenir saumâtre, donc on sera obligé d'utiliser un système beaucoup plus cher, l'osmose inverse, pour pouvoir traiter l'eau pour donner aux populations. Vous parlez de l'osmose inverse, hein, on espère ne pas en arriver là, mais est-ce que vous pouvez nous rassurer? Est-ce qu'on en a en quantité, l'eau douce en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y en a suffisamment? La Côte d'Ivoire a suffisamment d'eau douce, puisque de 1960 jusqu'en 2000, la Côte d'Ivoire est quand même un pays assez arrosé. On a 2800 mm d'isoyète, donc beaucoup de pluie qui alimente les fleuves, donc les fleuves qui rechargent les nappes. Mais il se trouve que, c'est vrai, avec le phénomène climatique aujourd'hui, moins de pluie, donc nous sommes arrivés à un niveau de 1400 à 1100 mm de pluie au niveau des isoyètes. Donc, mais toujours la Côte d'Ivoire a suffisamment de ressources. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la répartition spatiale de cette ressource, il y a des équilibres à faire parce qu'il y a des régions où la pluie, il y a moins de pluie, donc il y a moins de ressources. Et donc c'est pourquoi... Et ces équilibres-là, vous comptez les faire comment? Est-ce que vous pensez à faire des sources artificielles? C'est possible, ça se fait ailleurs. Est-ce que ça peut être fait ici? Oui, ça se peut être, mais c'est déjà fait. On fait des transferts. On fait des transferts. Donc aujourd'hui, nous cherchons dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau à faire en sorte que, en Côte d'Ivoire, malheureusement aujourd'hui, dès qu'il y a la pluie, il y a inondation. Toute cette eau-là se va dans la mer. Alors que cette abondance-là, nous devons la retenir. Et c'est pourquoi nous pensons développer un programme de rétention, c'est-à-dire à partir des lacs qu'on appelle les lacs de dérivation. Nous stockons cette eau pour ne pas que ça crée des inondations, mais nous allons utiliser cette eau stockée en période d'étiage, c'est-à-dire en période où il y aura la sécheresse. Et ça, on peut l'avoir pour quand? Bon, je pense que dans la perspective de 2030, on devait pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, nous avons déjà dans les zones où il y a un déficit de pluie, nous avons déjà créé des stockages d'eau pour pouvoir les utiliser pour la population. Et vous parliez de transfert. Il y en a des exemples que vous pouvez nous citer, Monsieur le ministre? Alors, le transfert, c'est de prendre de l'eau dans une zone où il y en a en abondance. Pour aller vers... Alors, aujourd'hui, nous prenons de l'eau dans la Komwe pour pouvoir le transférer vers Bandoukou. Bandoukou, d'accord, parce qu'il en manque là-bas. Soro? Monsieur le ministre vous dit, oui, gérer les eaux, hydroélectricité. Oui. Comment se fait que souvent, au niveau de la gestion des barrages hydroélectriques, il y a souvent des manques d'eau? Oui, bon, c'est le problème de la pluie. Vous savez, les rivières se rechargent à partir de la pluie. Et comme je disais aux indépendances, jusqu'en 2000, on avait 2800 mm. Aujourd'hui, nous avons 1400, 1100, 1400. Donc, hier, vous ne pouvez pas traverser le Bandama à pied. Parce que même en période sèche, il y avait de l'eau. Mais aujourd'hui, vous pouvez traverser le Bandama à pied. Parce que pendant la saison sèche, il n'y a pas de l'eau. Parce qu'il ne pleut pas comme hier.
C'est la même chose au niveau de la Comoué, c'est la même chose au niveau du Cavalier. Donc, les barrages que nous réalisons sont en même temps des barrages qui nous permettent de produire de l'électricité, mais en même temps, ce sont des rétentions d'eau que nous utilisons en période sèche. Et si nous n'avons pas de pluie, le niveau de l'eau ne va pas monter suffisamment pour atteindre la cote de turbinage. C'est pourquoi nous faisons tout pour que cela ne nous arrive pas, pour que l'électricité soit produite à tout moment. Donc on est sur la bonne voie. Les coupures d'électricité par rapport à ce type de situation, ça n'arrivera plus? Non. Ça n'arrivera plus. Merci, Monsieur le ministre. On va donner la parole aux téléspectateurs. Nous avons Astou Touré qui est de l'autre côté, au studio A de la RTI. Astou Touré, si vous nous entendez, vous avez dû recueillir quelques questions de téléspectateurs. Allez-y, vous pouvez les transmettre au ministre qui est tout oui. Alors, bonsoir Hamza Diaby, bonsoir chers téléspectateurs. Il faut le dire, la question de l'eau préoccupe véritablement les populations. D'abord, Léa Oulaï nous a appelé de Mans. Elle veut savoir si la Côte d'Ivoire dispose véritablement d'un plan pour se mettre à l'abri du manque d'eau dans les années à venir. Ensuite, M. Yves Woyo nous a appelé d'Abouville. Il veut savoir s'il est possible de purifier toutes ces eaux-là qui sont déjà polluées. Ensuite, il y a M. Mori Doumbia qui nous a appelé d'Abobo. Il demande ce qui explique véritablement l'assèchement des eaux. Et c'est tout pour le moment, pour cette première brochette de questions. Hamza. Monsieur le ministre, voilà donc 3 questions. Il y en a quelques-unes auxquelles vous avez déjà répondu. Et puis, sur la tablette, à partir donc du code QR qui s'affiche au bas de l'écran, quelques questions nous sont parvenues. Bonsoir, monsieur. Ça, c'est Traoré Youssouf. Monsieur le ministre, ma question est de savoir quelles sont les différentes directions de votre ministère et quels sont leurs rôles dans la lutte contre la déforestation et la pollution d'eau. Donc, la déforestation, on va y venir. Donc, côté pollution d'eau, c'est sa question. Et Ouattara nous demande, est-ce que des analyses sont régulièrement faites sur les eaux des différents cours d'eau? Si oui, quels sont les résultats? Et puis Koulibaly demande, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la qualité de l'eau dans notre pays? Alors, merci. Alors, je vais commencer par la dernière question, la qualité de l'eau dans notre pays. Dans notre pays, nous avons un laboratoire qu'on appelle le CIAPOL, enfin une société qu'on appelle le CIAPOL. Le Centre ivoirien antipollution. C'est une structure que l'État a mis en place et qui est sous la responsabilité du ministre de l'Environnement, qui a la responsabilité en cas de pollution avérée. Le ministre de l'Environnement est saisi et les équipes du CIAPOL sont mises en branle. Mais le travail du CIAPOL consiste à veiller à ce que la pollution des eaux soit maîtrisée. Bon, quand on dit que l'eau est polluée, c'est par rapport aux sels minéraux et puis surtout à la turbidité. Parce que c'est ça qui est dangereux pour la santé de la population. Donc je pense que le CIAPOL fait ce travail impeccablement. Et il dispose de tous les moyens. Bon, vous n'êtes pas le ministre de l'Environnement. Bon, de tous les moyens, ça, je sais qu'il a... Toute la technologie qu'il faut pour nous. Toute la technologie. Mais les moyens ne suffisent jamais pour une structure de ce genre-là pour pouvoir faire tout le travail. Mais il faut pourtant que ça finisse par suffire parce que la population, leur santé en dépend. Oui, tout à fait. Maintenant, en plus du CIAPOL, nous avons, comment dirais-je, un laboratoire qui est spécialisé pour l'eau. C'est le laboratoire de l'eau qui est au ministère de l'Hydraulique. Et puis ensuite, il y a l'ANEMA. Voilà. En plus de l'ANEMA, pour la connaissance, n'est-ce pas, de l'eau, il y a la direction de l'hydrologie qui fait des mesures sur les cours d'eau pour pouvoir connaître le comportement de l'eau, pour pouvoir faire les prévisions. Maintenant, au niveau du ministère des eaux et forêts, à la direction générale des ressources en eau, nous avons une direction qui a la responsabilité aussi de faire en sorte qu'une étude
je dirais, annuelle soit faite pour la connaissance de l'eau quand il s'agit de la connaissance de la turbidité de l'eau et de tous les éléments qui sont des éléments de pollution pour que les connaissants, le SIAPOL puisse les attaquer facilement. Avec tout ce que vous citez, on ne devrait pas normalement assister à toutes ces pollutions-là. Oui, mais le problème c'est que la pollution que nous avons aujourd'hui, ce sont les pollutions nouvelles. Vous voyez, l'orpaillage clandestin, sa pollution, c'est des métaux lourds. C'est par exemple le mercure. Donc, ce sont des pollutions normalement qui ne doivent pas être là, qui ne doivent pas être dans l'eau. Voilà. Et malheureusement, c'est pourquoi on dit que c'est l'orpaillage clandestin. Parce que s'ils demandaient à le faire régulièrement, on ne leur aura pas donné l'autorisation. Voilà. Parce qu'ils utilisent des métaux lourds. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de faire très, très attention par rapport à cette pollution qui est plus dangereuse. D'accord. Allez-y, pour les questions des téléspectateurs. Alors, pour les questions pour ce qui concerne l'abri, bon, comment dirais-je, au niveau national, tout est mis en œuvre pour que la ressource en eau ne vienne pas à manquer. D'accord. Voilà. C'est parce que si la ressource en eau venait à manquer, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que la ressource en eau, elle doit être disponible pour l'hydroélectricité, elle doit être disponible pour la boisson, elle doit être disponible pour la pisciculture. Donc, nous avons la responsabilité, de manière intrinsèque, de tout faire pour mettre notre pays à l'abri. D'accord. Et ce travail-là, nous le faisons tous les jours. Voilà. Il y en a un autre qui a posé la question, la purification des eaux qui sont déjà polluées. Hein. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'elles peuvent être déjà purifiées? Alors, à nouveau. Les eaux qui sont polluées, c'est parce qu'on a fait les mesures qu'on dit qu'elles sont polluées. Mais la chance que nous avons, c'est que l'eau a un pouvoir auto-épurant. C'est-à-dire, l'eau, naturellement, a son pouvoir d'éliminer, n'est-ce pas, les pollutions. Voilà. Donc d'abord, nous comptons sur ce pouvoir auto-épurant des rivières et des fleuves et de la lagune. Oui. Mais lorsque ces eaux-là, quand ces eaux-là sont saturées, c'est-à-dire le pouvoir épurant étant saturé, on dit que l'eau est eutrophisée. Donc pour cela, nous qui sommes les gouvernants, nous prenons des dispositions pour faire en sorte qu'en amont, l'eau soit traitée nécessairement avant de le rejeter. C'est le problème de l'assainissement. Voilà. D'accord. Donc, à part l'eau qui s'épure toute seule, à part ça, vous avez prévu d'autres mesures? C'est-à-dire, pour ne pas que l'eau soit polluée, on fait tout pour que l'assainissement soit maîtrisé. Ça, c'est en amont. C'est déjà pollué. Qu'est-ce que vous faites? À part le fait qu'elle s'auto-épure souvent. Quand c'est déjà pollué, on compte sur son pouvoir auto-épurant. Simplement, c'est pas trop faible, on ne peut rien faire d'autre? Non, le problème c'est que on ne peut pas, comment dire... Vous ne pouvez rien faire d'autre. Tu ne peux pas ajouter des éléments ou des sels minéraux, machin, pour pouvoir dire que... Donc il n'y a rien d'autre à faire, l'eau doit se traiter elle-même. Voilà. Donc mieux vaut faire en sorte que ça n'arrive pas. Voilà. D'accord. Allez-y, dernière question des téléspectateurs. Alors, la dernière question, c'est de savoir quelles sont les dispositions que nous prenons pour faire en sorte que l'eau au niveau national soit... oui, j'ai déjà répondu, je crois. L'assèchement des eaux. Oui, l'assèchement des eaux. Bon, l'assèchement des eaux, ça, c'est le problème de la pluie. Les rivières, on a des cycles. Il y a la saison de pluie, c'est la période, la saison de pluie, et puis il y a la saison sèche. Voilà. Donc, quand il y a la pluie, l'eau monte, et quand il y a la sécheresse, il n'y a pas de l'eau qui rentre dans la rivière, donc son niveau baisse.
Donc vous avez prévu des mécanismes. Voilà, donc c'est pourquoi nous, pour éviter que les populations, tout à l'heure ils ont posé le problème du plan comment on met à l'abri les populations. C'est pourquoi nous prévoyons des dérivations. C'est-à-dire, lorsque il pleut en abondance, toute cette eau qui va aller dans la mer, au lieu de laisser aller dans la mer, il faut la garder. Il faut la garder. D'accord. Et puis après, lorsqu'on est en période sèche, on les réutilise et on est sûr qu'on est à l'abri du manque d'eau. Et les moyens pour réussir cela, vous en avez? Vous commencez à en avoir? Oui, ils sont déjà avec disponibles. les programmes qui sont développés, avec l'appui, avec la Banque mondiale, nous avons un programme qu'on appelle le PASEA, qui va nous permettre de créer des barrages, d'abord réhabiliter les barrages qui existent, et puis créer des nouveaux barrages, faire en sorte que nous stabilisons les berges des barrages qui existent. Et voilà, donc c'est de nouveaux programmes que nous mettons en place pour pouvoir remonter la pente au niveau des infrastructures que nous avions hier et des infrastructures que nous devons ajouter. Merci, Monsieur le Ministre. Deuxième axe de notre entretien ce soir, Monsieur le Ministre, nos forêts sont en danger. La déforestation contribue fortement à l'érosion de la biodiversité, au réchauffement climatique et à la fragilisation des populations locales qui dépendent des écosystèmes forestiers pour subvenir, bien entendu, à leurs besoins. On va encore retrouver Astou Touré, c'est notre star de ce soir. Elle s'est également intéressée au phénomène du sciage à façon. Voici son reportage. Une remorque transportant du bois en provenance du Dabakala, région du Hombol, interceptée sur l'axe Boaké-Botro. Une opération exécutée par la Brigade spéciale de surveillance et d'intervention, BSC. Le cantonnement de Boaké informé, le procès verbal finalisé. C'est du bois issu des sciages à façon. Le nombre est évalué à plus de 1400. L'essence, c'est des isopelinda. C'est du bois frais. Dans le langage forestier, c'est des madriers. Voilà, quand c'est moins épais, là, c'est des planches. Et regardez la texture du bois et la surface. Alors, quand le bois est dans une scierie, qui est issue d'une scierie, les lames de la scierie, les lames industrielles, les coupent de différentes façons. Il y a pas, les coupes sont fines, sont bien taillées. Et là, vous pouvez faire le constat, il y a des déphasages de forme. Ça, c'est les traces évidentes de sciage clandestin. La saisie n'est qu'une infirme partie du lot de bois abattu illégalement et dissimulé en forêt. Malgré la malice des clandestins, la vigilance et le professionnalisme des agents de la BSI a permis de découvrir le désastre écologique engendré à Yao-Séidougou, à environ 30 km de piste dans la circonscription de Dabakala. Quand on a remonté l'information au commandant de la brigade, nous a instruit de mettre tout en œuvre pour retrouver la deuxième remorque. Donc c'est suite à nos investigations, nous sommes parvenus au village de Yao-Séidougou, dans le département de Dabakala. On a arraisonné la deuxième remorque effectivement. Les occupants étant interpellés, on les a instruits de nous montrer là où ils faisaient le chargement. Donc ils nous ont dit comme ça qu'il n'y avait pas assez de bois. On a quand même insisté. C'est là que nous ont envoyé là, où vous voyez le constat, un désastre de la nature carrément. La brigade va plus accentuer ses actions sur les scieurs. On va aller les chercher au fin fond de la forêt pour que vraiment cette histoire de sciage illégal clandestin prenne fin en Côte d'Ivoire. 11 024 madriers saisis. La brigade spéciale de surveillance et d'intervention travaille de jour comme de nuit. Elle ratisse large pour traquer les pilleurs de bois qu'elle met à la disposition de la justice. Grâce à son service de renseignement efficace, le sous-lieutenant Kamara Abdul Razak et ses hommes sont alertés sur la présence de tout véhicule suspect. Dans la région de Satama-Sokoro, précisément dans le village de Kowera, une autre saisie. Un mélange de bois blanc et rouge d'au moins 1032 madriers saisis. Au cours d'une de nos patrouilles, on a bien évidemment mis en œuvre nos techniques de renseignement. On est venu tomber sur ce stock-là avec un camion même qui venait déverser. Alors le camion qui venait déverser ici nous a dit
qu'il prenait ce que les scieurs coupaient de part et d'autre. Et c'est ici qu'il faisait le regroupement en vue d'un chargement de remorques. Alors, donc le camion en question a été saisi. Ces saisies ont été enregistrées dans la période du 27 au 29 mars 2024 par les agents de la BSSI. 15 000 madriers, c'est l'estimation du bois saisi grâce à la vigilance de la Brigade spéciale de surveillance et d'intervention BSSI. D'histoire des eaux et forêts, ce serait la plus grande saisie jamais enregistrée. Deux saisies importantes d'une équivalence de 12 chargements de remorques. Le sillage détruit plusieurs hectares de forêt et fait perdre des centaines de millions à l'État par an. Pour l'année 2023, 39 931 madriers saisis, 41 985 planches, 19 498 chevrons, 2 525 lattes, soit un équivalent de 1200 arbres abattus, 300 hectares de forêt pour un préjudice de plus de 205 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Créée par décret présidentiel en 2019, la Brigade spéciale de surveillance et d'intervention compte 450 agents repartis sur 3 postes avancés, Bingerville, Noé et Morondo. Elle vise plusieurs objectifs, notamment la lutte contre le sillage illégal, l'orpaillage clandestin et le braconnage. Tout en continuant de compter sur l'appui des décideurs, la BSI entend passer au peigne fin chaque périmètre du territoire forestier pour empêcher la fuite illégale du bois. Merci beaucoup, Astou Touré. Merci. Monsieur le ministre, quelle est la situation des forêts en Côte d'Ivoire? Mais avant, dites-nous, un arbre forestier, qu'est-ce que c'est? Parce que tous les arbres ne sont pas forcément appelés arbres en termes d'arbres forestiers. Il doit y avoir quelques caractéristiques. C'est quoi un arbre forestier? Et puis, c'est quoi l'état des lieux? Alors, merci. Un arbre forestier, de par le code forestier que nous avons réussi à faire voter en Côte d'Ivoire, un arbre forestier, c'est un arbre qui est dans une forêt dont la taille minimum est de 5 mètres de hauteur. 5 mètres. Voilà. Mais par contre, si vous allez dans les savanes, on vous parlera de la savane herbeuse ou bien de la savane arborée. Donc, ce sont des savanes où l'arbre que vous allez trouver est en dessous de 5 mètres. Si vous êtes dans la savane herbeuse, c'est vraiment des herbes. Donc, l'arbre qui constitue la forêt, c'est un arbre qui a 5 mètres minimum de hauteur et ses branches doivent pouvoir couvrir environ 30% de son site. Alors, quel état des lieux en Côte d'Ivoire, la situation de nos forêts? Alors, la situation de nos forêts était une situation réalisante dans les années 1900. On en avait 16 millions d'hectares, mais très rapidement, comme je vous ai dit tantôt, l'industrie du bois était une industrie florissante. Donc, cela a entraîné, n'est-ce pas, une déforestation avec notre agriculture, avec les infrastructures que nous réalisons dans le cadre de notre développement. Nous sommes passés donc de 16 millions d'hectares à aujourd'hui 2,97 millions d'hectares. Quelles sont les réelles causes de cette destruction de notre forêt? Alors, les réelles causes de la destruction de nos forêts, c'est notre performance en agriculture. Maintenant, c'est aussi notre performance dans le développement, parce que l'urbanisation nécessite qu'on déboise pour construire. Donc, nous avons une urbanisation véritablement galopée. Et puis maintenant, comme je le disais, il y a l'industrie du bois. D'accord. Voilà. Et on va continuer à s'urbaniser, on va continuer à cultiver nos récoltes. Et donc, on doit s'attendre à ce que la forêt disparaisse encore de plus en plus. Non, c'est pourquoi les stratégies sont mises en place pour faire en sorte que la forêt soit préservée. C'est-à-dire, on peut faire de l'agriculture, mais l'agriculture, au lieu de la faire de manière
extensive, parce qu'avant, il y avait la forêt. Donc, le gars, il veut faire plantation, il vient, il coupe, il fait plantation. Il y a la forêt. Mais aujourd'hui, il faut faire attention, de telle sorte que, avec une agriculture extensive, tu produis peut-être 100 tonnes de cacao, mais aujourd'hui, avec une agriculture intensive, sur un petit espace, tu peux produire les mêmes 100 tonnes de cacao. Donc, c'est favoriser l'agriculture intensive pour laisser tomber l'agriculture extensive. Et deuxièmement, nous faisons en sorte que la forêt soit classée. Il y a les forêts classées, qui est le domaine privé de l'État, et puis il y a les parcs protégés, qui est le domaine public de l'État. Donc ça, ce sont des forêts que normalement on ne doit pas toucher. Donc ça permet à la Côte d'Ivoire de continuer à avoir de la forêt. Vous dites normalement on ne doit pas toucher. Il y en a 232 forêts classées en Côte d'Ivoire. Normalement on ne doit pas toucher. Donc vous savez qu'on les touche. Oui, on les touche parce que bon, c'est ce qu'on appelle... Bon, on s'est rendu compte que dans ces forêts classées, des établissements, enfin, les forêts classées, les sites protégés, les gens ont infiltré. Mais aujourd'hui, nous faisons en sorte que leur infiltration ne nuit pas, disons, leur existence. Et c'est pourquoi nous avons fait en sorte que, pour éviter des problèmes sociaux, lorsque vous demandez à une population qui est dans la forêt de sortir, vous avez des mouvements, donc il y a des problèmes sociaux. Donc les populations restent en place et vous les encadrez. Et on les encadre et on utilise ce qu'on appelle l'agroforesterie. C'est-à-dire, dans son cacao, nous l'amenons à planter de l'arbre. D'accord. Puisque, d'ailleurs, quand il y a de l'ombrage, le cacao donne un peu plus, donne mieux. Donc, quand on a réussi à le convaincre, il accepte de faire l'agroforesterie. La forêt classée qu'il a abîmée est restaurée et son cacao existe et il vit avec son cacao dans une forêt réhabilitée. Donc demain, Monsieur le ministre, j'ai envie de faire un peu de change, j'entre dans une forêt classée et comme vous me voyez, mais vous ne voulez pas que des problèmes sociaux existent, alors vous venez encadrer ce que je fais en me permettant de continuer à produire. Non, c'est-à-dire, lorsque si vous m'avez surpris et que votre cacao a déjà poussé, je ferai ainsi avec vous. Mais actuellement, avec les moyens modernes que j'ai, c'est-à-dire le contrôle des forêts par satellite, par le drone, dès l'instant que tu rentres dans la forêt classée, tu es découvert et je mets ma brigade sur ton dos. D'accord. Soro? Monsieur le ministre, nous venons de regarder le film sur le sillage à façon. Pourquoi ce phénomène persiste-t-il encore et quelles sont les dispositions que vous prenez pour ne plus qu'on puisse vivre ce genre de cas? Bon, alors le sillage à façon, d'ailleurs, à ma prise de fonction, je vais faire une tournée au niveau national pour essayer de sensibiliser et les populations et mes agents pour que aujourd'hui les agents des eaux et forêts puissent m'aider à redorer l'image des eaux et forêts. Parce que tout à l'heure, en entame de cette émission, vous avez dit que les eaux et forêts, pour vous, c'est un ministère où on scie du bois pour vendre. Mais c'est pour démontrer que les eaux et forêts, ce n'est pas cela, et lui donner la crédibilité qu'il faut. Bon, maintenant, le sillage que nous voyons, vous savez, je reviens toujours à l'industrie du bois, qui est une industrie florissante dans notre pays. C'est une industrie qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir un PIB intéressant à hauteur de 600 milliards l'an. Bon, c'est une industrie où il y a beaucoup de populations qui y travaillent. Mais le problème, c'est que au niveau national, le menuisier qui est dans une région, qui fait sa menuiserie, il a besoin de bois. Bon, maintenant, ce menuisier-là, qui doit lui donner du bois, on s'est organisé pour que l'industriel qui est installé, quand il produit du bois, il donne
au secteur, au niveau national, et il envoie au niveau de la sous-région et au niveau international. Mais le problème, c'est que les industriels, quand ils donnent du bois au niveau national, bon, ce n'est pas intéressant économiquement pour eux. Donc, ils préfèrent envoyer tout leur bois à l'étranger. Bon. Maintenant, pour que le menuisier qui est au niveau national ait du bois, donc il favorise que les gens aillent scier le bois la nuit dans les forêts. Et c'est ça qui favorise le sciage illégal. D'accord. Donc nous, aujourd'hui, nous avons même fait un séminaire à Yamoussoukro, dans le souci, n'est-ce pas, de prendre les choses à bras le corps et les choses en main, parce que nous voulons anticiper par rapport à l'engagement que la Côte d'Ivoire a pris au niveau de l'Union européenne, parce que l'Union européenne dit dorénavant, le bois ivoirien ne rentrera plus sur leur territoire si et seulement si ils ne sont labellisés. Bon, donc pour cela, il faut que nous anticipions pour que tout le bois qui est scié, qui circule, on puisse se terminer avec ça. Et dans ce cas-là, le petit menuisier dont vous parliez, comment lui Alors, le petit menuisier va être normalement servi par l'industriel qui est chargé de produire le bois. Vous allez le leur imposer. Voilà, on va leur imposer. Parce que jusqu'à présent, ici, ils produisent du bois, mais ils préfèrent gagner de l'argent et envoyer tout le bois à l'international. Voilà. D'accord. Allez-y. Monsieur le ministre, pour la réhabilitation du couvert forestier ivoirien, depuis quelques années, le gouvernement, à travers un plan, a décidé de mobiliser 618 milliards. Est-ce que vous pouvez nous faire aujourd'hui un bilan où on en est et quelles sont les perspectives? Alors, effectivement, lorsque le président de la République a bien voulu me faire confiance pour me nommer à la tête de ce ministère, nous avons effectivement, comment dirais-je, hérité de cette stratégie qu'on appelle la SPREF, qui doit faire en sorte que la forêt soit réhabilitée à hauteur de 616 milliards. Mais aussi, il y a aussi la stratégie de valorisation des produits forestiers qui est de 320 milliards. Bon, aujourd'hui, avec tous les déplacements que nous avons faits, nous avons la Banque mondiale. D'abord, les 616 milliards, 65%, nous devons la rechercher au niveau des partenaires et des bailleurs. Et puis 35% est au niveau de l'État. Mais au niveau des bailleurs, nous avons déjà la Banque mondiale, avec qui nous avons un programme qu'on appelle le PIF 2, qui nous permet d'avoir 97 milliards. Nous avons réussi à avoir l'appui de la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui nous met à disposition 100 milliards. Nous avons, le président de la République nous a donné l'opportunité de prendre 86 forêts classées et avec ces 86 forêts, tendre la main au privé. Donc aujourd'hui, avec les 86 forêts, nous avons fait des conventions avec des partenaires qui vont venir élaborer un plan d'aménagement et mettre en œuvre ce plan d'aménagement. Et en mettant en œuvre ce plan d'aménagement, ils participent à reboiser, donc à nous permettre d'atteindre l'objectif 2030, donc à mobiliser les moyens. Donc aujourd'hui, le système fonctionne très bien. Nous avons des partenariats avec ENI, la société qui a fait la découverte des gisements pétroliers. Donc, avec eux, nous avons signé une convention sur 20 forêts classées qui vont élaborer un plan d'aménagement pour chaque forêt. Ils vont mettre les moyens et ces moyens-là vont nous permettre de comment dirais-je, de redorer le blason de la forêt. Et eux, ils vont se rembourser à partir du crédit carbone. D'accord. Votre objectif d'ici à 2030, vous venez de l'évoquer, c'est de couvrir à peu près 20%
du territoire ivoirien de forêt. Vos agents, vous n'en avez pas beaucoup, hein, vos effectifs, vous n'en avez pas beaucoup. Alors, vous avez entamé un certain recrutement de 3000 agents qui auront pour rôle de protéger donc, la forêt. À part leur nombre, qui d'ailleurs n'est pas très, très grand, hein, c'est pas suffisant, qu'est-ce qu'ils ont d'autre pour pouvoir réussir la mission que vous allez leur assigner? Quels sont les outils dont ils disposent? Alors, il faut dire que le président de la République, après un plaidoyer que nous avons fait par rapport à l'effectif que nous avons pour pouvoir surveiller la forêt, protéger la faune, protéger l'eau, a bien voulu nous accorder au niveau du Conseil national de sécurité qu'une autorisation exceptionnelle nous soit donnée pour recruter et former 1000 agents par an, c'est-à-dire 2022, 2023, 2024. Voilà. Et ces 3000 agents vont venir compléter l'effectif qui existe pour essayer d'étoffer un peu les éléments au niveau du poste forestier, au niveau des cantonnements forestiers et des directions départementales. Bon. Alors, le problème, c'est que c'est insuffisant. Mais on ne veut pas recruter à chaque fois le monde, parce que sinon, on risque d'avoir du monde, et pour pouvoir payer ce monde-là, la Côte d'Ivoire a tellement d'autres salaires à payer que les eaux et forêts ne pourront pas être un handicap pour l'État. Donc, en plus de ce recrutement, il faut travailler à l'innovation et il faut impliquer la technologie. Donc, c'est pourquoi les eaux et forêts s'est doté, n'est-ce pas, des moyens satellitaires pour faire en sorte que, en accord avec le gouvernement, il y a un système d'alerte précoce qui est mis en place aujourd'hui, qui est financé pour la Côte d'Ivoire et qui est piloté par la primature. Nous avons élaboré des programmes qui permettent d'équiper nos brigades en équipement, je dirais, d'une technologie nouvelle. Les drones, je vous en ai parlé, et nous utilisons ces drones-là pour pouvoir renforcer la capacité de travail des équipes pour qu'ils puissent, à partir de ces techniques-là, rendre efficace leur lutte. Voilà. Donc, ça compense l'insuffisance du personnel que nous n'avons pas. Monsieur le ministre, si vous le permettez, on va suivre ce reportage que nous propose Siaka Kone, un autre de nos dynamiques reporters ici à la direction des magazines d'information. Il s'est, lui, intéressé à votre politique de renforcement des effectifs du ministère des Eaux et Forêts. Siaka Kone, c'est parti. Première vague de 1000 recrues des agents des eaux et forêts, promotion 2022 sur l'ancien site des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Une formation depuis 2 mois pour combler le sous-effectif de ce corps. Un effectif obtenu selon les critères sélectifs. Les 1000 recrues sont réparties en 2 niveaux. Vous avez le niveau BAC avec 25 recrues. Ce sont des éléments qui, après formation, vont sortir avec le grade militaire de sous-lieutenant. Et l'emploi au niveau des eaux et forêts de APVA, assistant des positions végétales et animales, option eaux et forêts. En dessous, vous avez 975 recrues de niveau BPC qui vont sortir après formation avec le grade militaire de sergent, ce sont des sous-officiers, donc, et avec l'emploi de moniteurs des positions végétales et animales, option eaux et forêts. 4 ateliers pilotés chacun par un capitaine des eaux et forêts et un lieutenant des forces armées. Chaque atelier accueille successivement les 4 compagnies constituées chacune de 250 éléments. Ils s'exercent aux ordres serrés, au règlement des services de garnison, au règlement des disciplines générales, à l'armement et à l'instruction sur tir au combat. Le passage des compagnies subdivisées en 5 sections de 50 stagiaires dans les ateliers se fait au quotidien et à la ronde.
Ici, c'est l'atelier de OS, c'est-à-dire l'ordre serré. C'est l'ensemble de tous les mouvements de pied ferme qui doivent être exécutés dans une harmonie. Et au sortir de cet atelier-là, les stagiaires doivent être à mesure d'être prêts à défiler, c'est-à-dire doivent maîtriser le défilé militaire. Au cours de cette première phase de formation dénommée formation commune de base, un accent particulier est mis sur la discipline, l'ordre, la hiérarchie et la solidarité. Revue de troupes, exercices physiques et corvées sont importants. La santé et la performance du soldat au champ de tir en dépendent. Parcours du diable, pompe et abdos constituent l'apéritif. Seule source de motivation, cris de guerre, slogans et chants. À l'issue de 2 mois de formation, le soldat acquiert les aptitudes militaires et la discipline qui accompagnent. La question du genre, un élément prépondérant dans le recrutement et dans la formation de la promotion 2022. Au niveau même des postes de responsabilité aux autres, vous avez un grand nombre de dames. Ce qui fait qu'ici, nous sommes particulièrement regardants avec les dames. Vous allez voir que très souvent, c'est à elles-mêmes qu'on demande de commander. Tout à l'heure, peut-être que vous pourrez faire un tour, vous allez voir le quartier féminin. Les femmes ont leur quartier bien délimité, bien protégé, où vraiment elles peuvent s'exprimer totalement. Ici, elles n'ont pas de compagnie à part, mais elles sont à l'intérieur des compagnies. Elles manœuvrent avec les hommes comme les hommes. Si les hommes doivent faire 100 abdos, les femmes font 100 abdos. Et elles en sont très capables. Je vous dirais que très souvent, elles sont les meilleures même dans certaines compagnies. Le complément à la formation commune de base donne les rudiments techniques nécessaires dans le domaine forestier, faunique et des ressources en eau. Siaka Kone, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ce recrutement de 3000 agents, on va parler même de reconversion. Il y a des anciens militaires dedans qui ont choisi de se reconvertir. Ça va venir pallier le fait que vous êtes en nombre insuffisant. Ça, c'est d'un. Mais à côté de cela, il y a aussi le fait que quelques-uns, déjà que vous n'êtes pas assez nombreux, mais parmi vous encore, parmi vos agents, il y a quelques mauvais grains. Vous le savez? Bon, les mauvais grains... Il y en a toujours partout. Hein. Oui, mais l'histoire, ça a décrit la... vous savez, on n'a pas la perfection. Nous recherchons la perfection en tout. Mais il y en a beaucoup à votre niveau, sinon on le sait. On essaie de faire en sorte que le corps des eaux et forêts soit un corps digne et respectable. Et depuis que l'opportunité m'a été donnée de gérer le ministère des Eaux et Forêts, mon discours qui caractérise ma vision, c'est de faire en sorte que les Eaux et Forêts soient une famille, mais cette famille doit être organisée autour d'un commandement fort et d'une inspection générale forte. Et les jeunes que nous recrutons, c'est vrai que ça va venir compenser notre insuffisance, mais nous mettons l'accent sur la rigueur, sur le respect de la hiérarchie, sur le respect du commandement. Et nous pensons que c'est comme ça que nous pouvons arriver à faire correctement notre travail. D'accord. Soro Benjamin. Monsieur le ministre, il s'agit ici d'un recrutement exceptionnel. Il y a des jeunes également qui sont formés à l'École nationale de la formation professionnelle agricole de Bingerville, qui disent avoir fait des formations en foresterie au grand nombre, mais qui ne savent pas pourquoi ils n'ont pas bénéficié de ce recrutement et que c'est un nouveau recrutement que vous faites. Bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'école de Bingerville est une école en bonne et due forme qui est créée depuis longtemps, depuis les indépendances, qui produit le personnel pour le secteur de l'agriculture. C'est les MPVA et les APVA. Dans cette école, on ne fait qu'une spécialisation en foresterie. Bon. Maintenant, cette école-là n'est pas classée comme étant une école dont la formation débouche sur l'emploi. Il faut que les gens soient informés. Il faut que les élèves même qui vont dans ces établissements soient informés. En Côte d'Ivoire, il y a des établissements dont la formation débouche systématiquement sur l'emploi.
Donc, il y a des établissements comme le leur qui ne va pas déboucher sur l'emploi. Donc, quand ils vont finir, ils vont être livrés à eux-mêmes. Quand ils vont finir, s'ils veulent rentrer dans la fonction publique, ils font le concours d'entrer dans la fonction publique. Quand ils vont finir, ils peuvent aller dans le privé, puisqu'ils sont formés pour aussi servir le privé. Bon, donc, ils ne sont pas formés pour venir directement dans la fonction publique. Donc, c'est un établissement dont la formation ne débouche pas systématiquement à l'emploi. C'est comme les médecins. La formation, vous-même, vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, on a un besoin criard de médecins. Mais l'école de médecine, la faculté de médecine forme les médecins, mais cette faculté-là, la formation des médecins, leur formation ne débouche pas systématiquement sur l'emploi à la fonction publique. À la fonction publique. Voilà. D'accord, OK. En 2030, d'ici à 2030, votre objectif, c'est de couvrir 20% du territoire, vous l'avez dit. 2030, c'est demain, Monsieur le ministre. Comment vous comptez y arriver? 20% du territoire ivoirien dans quelques 4-5 ans. Alors, 20% dans quelques 4-5 ans, on peut y arriver. Et nous y croyons. Comment vos ingrédients, ce sont lesquels? Alors, les ingrédients, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de l'utilisation de 86 forêts classées pour tendre la main au secteur privé, parce que nous savons que l'État seul ne peut pas financer les 616 milliards. Donc, aujourd'hui, avec cette stratégie de convention que le président nous a permis de faire, nous avons aujourd'hui énormément de privés qui ont accepté de nous tendre la main et de venir. Et avec ces 86 forêts classées qui vont bénéficier de plans d'aménagement, déjà, nous boostons la forêt en Côte d'Ivoire par le reboisement à hauteur de 300 000 hectares l'an. Et si vous multipliez 96 par 300 000, bon, c'est autant de gagner dans une année. Bon, maintenant, il y a aussi le programme. Et les 300 000, il y en a, il faut le dire, 200 000 en régénération. Et il y a aussi le reboisement. Ouais, le reboisement. 200 000 en régénération et 100 000 en reboisement. C'est quoi déjà la nuance? Régénération, reboisement, pour ceux qui nous suivent? Le reboisement, pardon, la régénérescence, c'est un espace que tu laisses, l'arbre pousser tout seul. C'est-à-dire, l'arbre la forêt se met en place toute seule, naturellement. Tu contrôles, tu surveilles et la forêt monte. Et puis maintenant, le reboisement, c'est l'homme qui aide la forêt à pousser. Voilà. D'accord. Et puis, votre ambition, elle est noble, mais il faut être un peu réaliste. Tous ces millions d'hectares que vous rêvez de créer, pour cela, il vous faut et des terres et des plans. Comment vous comptez en avoir? Alors, c'est pourquoi, moi, à l'entame de ma prise de fonction, j'ai sillonné la Côte d'Ivoire, j'ai rencontré les rois et chefs traditionnels pour souhaiter que dans le milieu rural, ils puissent accepter de mettre les terres à disposition pour que ces terres disponibles, nous puissions les utiliser pour faire le reboisement à l'effet de pouvoir avoir des forêts qui vont nous permettre de combler notre insuffisance. Bon, je dis, pour faire le reboisement, si tu as la terre, il faut avoir les plans. Donc, par rapport à ça, nous avons proposé d'élaborer un schéma qui consiste à renforcer les centres de bouturage de la Côte d'Ivoire et le système de production de plants de la Côte d'Ivoire, mais mieux, nous allons faire en sorte que dans chaque région, il y ait un centre de bouturage et un centre de production de plants. De manière à ce que, pour pouvoir faire le reboisement à Odiné, tu ne viens pas à Oumé pour prendre les plants pour aller à Odiné. Bon, donc, cette politique-là aussi est développée et nous sollicitons l'appui du gouvernement pour que ce système soit mis en place parce que c'est le binôme qui va nous permettre, n'est-ce pas, rapidement d'atteindre notre objectif. D'accord.
Merci, Monsieur le ministre. Ce deuxième axe, on va le boucler avec Astou Touré, qui a encore recensé quelques questions de téléspectateurs. Astou Touré, si vous nous entendez, 3 questions pour Monsieur le ministre. Merci Hamza. Les préoccupations des populations continuent de nous parvenir. Il y a un appelant anonyme qui dit que Monsieur le ministre des Eaux et Forêts était tout récemment à Bruxelles pour parler de la préservation justement du bois ivoirien. Pourquoi est-ce que le pays devrait confier son destin à un tiers? Ensuite, Monsieur Touré Ibrahim de Taï demande que faire au cas où les scieries refusent de vendre du bois. Monsieur Franck Tapé demande un numéro vert pour dénoncer les cas de sciage à façon. Merci Hamza. Merci beaucoup Astou Touré. Monsieur le ministre, 3 questions pour vous. Alors, écoutez, ce que je... premièrement, aucune scierie ne peut se refuser de vendre du bois parce que c'est d'abord des réunions que nous allons faire avec les producteurs. Et ça va être pas une orientation gouvernementale et une décision que tout le monde doit respecter. Donc, si tu ne donnes pas du bois au secteur, au niveau national, un an après, quand tu vas venir, moi, je ne vais pas signer ton document. Voilà, c'est clair, quoi. D'accord. Deuxième question. Deuxième question. L'APV FLEC, vous savez que je disais que l'industrie du bois est une industrie florissante en Côte d'Ivoire parce que ça participe à notre PIB à hauteur de 600 milliards de francs CFA par an. Bon, aujourd'hui, notre premier client, c'est l'Europe. Les Européens disent, si votre bois n'est pas légal, il ne va pas rentrer sur notre territoire. Donc, si vous voulez que votre bois rentre sur notre territoire, il faut qu'il soit légal. Mais pour cela, il faut que vous et nous nous mettons en partenariat pour pouvoir mettre les mécanismes qui vont vous permettre de certifier votre bois avant qu'il ne rentre dans notre pays. C'est pourquoi je suis parti à Bruxelles. Et je suis parti à Bruxelles pour que, après plusieurs années de négociations, Bruxelles, c'était l'acte terminal. On a signé. Maintenant, une fois qu'on a signé, au retour, il faut respecter. Donc, pour respecter, là, c'est cette politique-là que nous sommes en train de mener au niveau national pour que les structures, nos partenaires avec qui nous travaillons tous les jours, puissent commencer à s'apprêter pour respecter les dispositions de cet accord. Bien sûr. Et puis le numéro vert pour qu'on passe... Le numéro vert et nous sommes... c'est une très bonne idée. Nous allons faire en sorte que notre brigade puisse avoir un numéro vert pour qu'on puisse appeler à chaque fois pour renforcer notre système de renseignement à l'effet de poursuivre ceux qui scient les bois la nuit. Bien sûr. Donc un numéro vert. Merci à ce téléspectateur qui en a donné l'idée au ministère donc, des Eaux et Forêts. Soro, nous allons revenir à vous dans cet autre axe qui est la faune. Faune qui est bien entendu l'ensemble des espèces animales vivant dans un espace géographique ou un habitat déterminé. Et la zone qui nous intéresse ici, c'est bien la Côte d'Ivoire. Comment se portent les différentes espèces animales dont le pays dispose et qu'est-ce qui est fait surtout pour leur gestion, pour leur protection? Élément de réponse dans ce reportage signé Tao F. Boué. L'éléphant, symbole national, est une espèce menacée. Elle risque de disparaître si l'on n'y prend garde. De plus de 3000 têtes après l'indépendance à environ 1100 têtes dans les années 90, nous sommes aujourd'hui à moins de 500 éléphants. Une réduction de 83% de la population d'éléphants en 60 ans. À noter une perte de 55% au cours des 30 dernières années. Il faut compter le braconnage pour l'ivoire d'éléphants. À une certaine époque, en Côte d'Ivoire, nous avons connu les battues administratives. Nous pouvons dire qu'elles ont beaucoup contribué à l'extermination des éléphants en Côte d'Ivoire. En dehors de ça, il y a la régression des habitats. On sait tous que la forêt ivoirienne a régressé. Et la forêt, c'est l'habitat des éléphants. Situation dramatique pour d'autres espèces animales. Les chercheurs pensent par exemple pour les chimpanzés que la Côte d'Ivoire a perdu 80% de sa population de chimpanzés. Le lion existait en Côte d'Ivoire dans le nord du pays, particulièrement dans le parc national de la Comoué. Mais depuis plusieurs années,
on n'a quasiment plus de traces de lion dans ce parc. Donc le lion a disparu de la Côte d'Ivoire. En dehors de cela, vous avez même nos buffles et nos hippopotames, qui sont de grands mammifères, mais dont la population est aussi en régression. De 2015 à 2018, une étude commanditée par le ministère des Eaux et Forêts a fait le point des espèces de faune menacées d'extinction. L'étude n'a évalué que 723 espèces d'oiseaux, 187 espèces de reptiles et d'amphibiens, 244 espèces de mammifères. Sur les espèces évaluées, l'étude a identifié 208 espèces menacées d'extinction, dont 52 espèces d'oiseaux, 66 espèces de reptiles, 90 espèces de mammifères, parmi elles, éléphants et chimpanzés. Face à ce tableau peu reluisant, l'État est déjà en alerte. Nous avons d'énormes ambitions pour la restauration de la faune en Côte d'Ivoire. Et cela passe d'abord par l'adoption d'une nouvelle législation qui est plus forte et l'adoption d'une politique et d'une stratégie également qui amène des actions innovantes et des actions qui sont à même de restaurer cette population animale. La nouvelle loi en cours d'adoption portant Code de la protection de la faune comprend 2 projets de loi. Un projet de loi portant gestion de la faune et un autre portant protection de l'éléphant. C'est en quelque sorte un plan Marshall pour la restauration de la faune ivoirienne. Il comprend entre autres la mise à jour de la définition de la faune, la réouverture de la chasse, les actions pour la conservation et la protection de l'éléphant. Merci beaucoup, Ève Boué de la DMI. Monsieur le ministre, là encore, on parle de code de protection de la faune. Dites-nous déjà en quelques secondes, quelle est l'importance d'une faune vraiment consistante dans un pays comme le nôtre et surtout, quelle politique vous avez pour protéger cette faune-là en Côte d'Ivoire? Alors, il faut dire que la politique de protection de la faune en Côte d'Ivoire s'articule autour de 3 problèmes, de 3 éléments, je veux dire. Il y a l'élément législatif et réglementaire, il y a l'élément administratif et puis les projets. Bon, l'élément, je dirais, législatif et réglementaire, c'est les lois que nous avions, mais ces lois qu'on avait dans les années 65, bon, qui ont été modifiées en 1994, bon, ne suffisent pas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons été obligés d'introduire une autre loi pour adapter la situation je dirais, la situation difficile que nous vivons. Parce qu'une chose est de dire que tu veux protéger quelque chose, mais si quelqu'un a pris un éléphant, tu vas le tuer, tu vas vouloir l'emprisonner, qu'est-ce que tu as comme texte réglementaire? Voilà. Donc, nous avons, donc il y a la législation et le règlement. Et puis, bon, au niveau administratif, il faut pouvoir se donner les moyens pour pouvoir faire cette protection. Et pour cela, c'est les directions que nous avons pu obtenir. Bon, la BSSI, la direction de la police forestière et de l'eau, toutes les directions centrales, départementales, régionales, direction cantonnement forestier et puis poste forestier. Pourquoi il faut protéger nos espèces animales? Quelle est leur importance véritablement dans l'écosystème? Bon, c'est très important parce que si tu ne les protèges pas, tu donnes un coup à la biodiversité. Bon, prenons l'exemple d'un lion. Le lion, dans notre culture, dans notre tradition, c'est le lion qui est chargé dans la forêt de s'occuper des carcasses des animaux qui sont décédés ou des animaux qui sont malades. Bon, maintenant, si le lion n'est plus là... Et on n'en a plus. On n'en a plus. Donc, on a vu Ebola ici, non? Donc, les maladies, Ebola, les machins, c'est parce que des animaux qui sont décédés... D'accord. Bon, après, alors que si le lion était là, il allait manger tout ça. Et la Côte d'Ivoire n'a plus de lion. Allez-y, Soro Benjamin. Monsieur le ministre, il y a un secteur qui nous intéresse bien, c'est le métier de la chasse. Dans ce nouveau dispositif, le chasseur, qu'est-ce qu'il doit savoir dorénavant? Et je poursuis en même temps, il y a 2 gros éléphants qui ont marqué leur temps
c'est-à-dire Ahmed et le Gros. Est-ce que vous pouvez nous faire les points aujourd'hui? Il faut déjà dire, Soro Benjamin, que la chasse est interdite en Côte d'Ivoire depuis 50 ans, Monsieur le ministre, et pourtant, elle se poursuit sous nos yeux. Alors, la chasse est interdite depuis 1974. Et la chasse, c'est une activité qui, dans tous les pays, est organisée. C'est pourquoi cette activité, elle s'organise en fonction du nombre des animaux. Et pour réguler le nombre des animaux, on ouvre la chasse ou on ferme la chasse. On ouvre la chasse. Vous l'avez fermée depuis toutes ces années-là. Qu'est-ce que ça nous a... Bon, mais le problème, c'est qu'on a constaté que la chasse que nous avons fermée, on n'a pas fermé pour l'agouti. On a fermé la chasse parce qu'on s'est rendu compte que l'éléphant était vraiment en danger. Et quand on a fermé cette chasse-là, on a profité pour fermer pour les autres animaux. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le régime alimentaire de l'Ivoirien ne peut pas se calculer sans la viande du gibier. Donc, on s'est rendu compte que les populations ne peuvent pas vivre sans la viande de brousse. La viande de brousse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il faut faire en sorte que la chasse soit ouverte. Bon, mais encadrée. Et la réglementer. Oui. Voilà. C'est-à-dire, il faut ouvrir la chasse à un moment donné. Mais quand on ouvre la chasse, on définit le lieu où on doit faire la chasse. On définit l'animal qu'on doit tuer. Ainsi de suite. Voilà. Et cela est prévu pour quand, cette réouverture? C'est prévu dans le cadre de la loi que nous sommes en train de... on a passé à l'Assemblée nationale, la loi a été votée, nous allons passer au Sénat. Une fois que le président va promulguer cette loi, nous allons mettre en œuvre, donc la chasse ne sera plus interdite. Mais tout ce qui se fait actuellement, c'est du braconnage, parce que la chasse est interdite depuis 1974. Et c'est à cause de la chasse qu'on n'a plus d'éléphants pratiquement. On n'en a que 500 à peu près, alors qu'il y en avait des milliers il y a 50, 60 ans. Oui, bon, on avait effectivement des milliers. Où ils sont passés, Monsieur le ministre? Bon, le braconnage est passé par là. On a voulu, c'est ce que dire, l'élément filmé. Oui. Bon, les gens recherchent l'ivoire. Vous savez très bien que l'ivoire, ça se vend très cher. Bon, maintenant, il y a aussi les éléments. Quand un éléphant arrive dans un village, quand il a gâté les champs des populations, et même il tue l'éléphant. Bon, donc tout cela a contribué à dégrader, n'est-ce pas, l'emblème qui est l'éléphant. Bon, donc il y a une sensibilisation à faire auprès des populations pour qu'ils comprennent que l'éléphant est notre emblème et qu'on ne doit pas... Il faut protéger l'éléphant. Il y a aussi un autre problème majeur, c'est la question de leur reproduction, Monsieur le ministre. Alors, pour la question de la reproduction, l'éléphant a été braconné, les éléphants qui restent, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont disséminés. Donc, nous proposons de créer des sanctuaires pour les regrouper, pour qu'ils puissent se reproduire. Par exemple, l'éléphant, que tu trouves un groupe d'éléphants, ils sont mâles. Tu trouves un autre groupe d'éléphants, ils sont femelles, mais ils ne sont pas ensemble. Donc, ils ne peuvent pas se reproduire. Mais si tu les mets dans un sanctuaire, ils pourront alors se visiter, ils pourront ensemble se reproduire. Et en ce moment, nous sommes en train de faire ce travail pour que l'éléphant ivoirien ne disparaisse pas. D'accord. Tout est donc à refaire, Monsieur le ministre, dans votre département. La forêt, il n'y en a presque plus. La faune, les espèces animales sont en voie de disparition. On a parlé de lions, il n'y en a plus. Les girafes, c'est compliqué. L'éléphant, notre emblème national même, c'est un problème. On n'a plus d'éléphants. L'eau est polluée. Tout est à refaire chez vous, tout est à faire. Non. C'est la dernière question. L'eau, pardon, tout n'est pas à refaire au ministère des Eaux et Forêts. Tout est à parfaire. Et nous nous donnons les moyens pour parfaire le travail que beaucoup d'autres ont fait jusqu'à ce que moi j'arrive. Et j'essaie de développer
une gouvernance qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'adresser les différents problèmes selon les 3 axes dont je vous ai parlé, l'axe de la ressource, l'axe de la faune et l'axe de la forêt. C'est vrai que hier, la Côte d'Ivoire n'avait pas de problème d'eau. Il n'y avait pas le phénomène climatique. La Côte d'Ivoire n'avait pas de problème de forêt. La Côte d'Ivoire n'avait pas de problème de faune. Donc, on ne voyait pas l'importance de faire, de mettre des moyens dans ces 3 secteurs pour pouvoir les booster. Mais aujourd'hui, on se rend compte que si rien n'est fait, on va avoir des problèmes. Et je pense que le gouvernement est sensibilisé largement. Et avec le plaidoyer que nous faisons au niveau international, comme l'international même est en train d'apprendre à bras le corps ces 3 problèmes, je pense que nous bénéficions toujours de l'oreille attentive des partenaires au développement pour nous aider à parfaire ce qui est à parfaire dans ce ministère des Eaux et Forêts. Merci. Voilà. Monsieur le ministre. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, ici en Côte d'Ivoire, on a des animaux comme la pintade à poitrine blanche. Ça existe, c'est très rare. Et puis, on a le héron cendré aussi. Et on peut absolument s'enorgueillir. Merci encore beaucoup, Monsieur le ministre. On se souvient aussi que la nouvelle réglementation de l'Union européenne contre la déforestation dont vous avez parlé a été publiée en juin 2023 au journal officiel de l'Union européenne et entrera en vigueur le 29 juin. Les obligations qui en découlent seront effectives en décembre 2024 pour les grandes entreprises et en juin 2025 pour l'ensemble des autres entreprises. C'était avec le conservateur général Elvire Joël Zouzou épouse Maï, négociatrice en chef de l'APV FLECT entre la République de Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Ce soir, j'avais encore une magnifique équipe qui m'a aidé à vous proposer cette émission, une grosse équipe technique avec les réalisatrices Awa Savadogo et Marietta Langba, les équipes techniques, tous les cadreurs, Awa Diomandé, V. Marie-Paul, Berthé Nabré, Astou Touré, Victorien Angwa et le directeur de la DMI, Lancine Koné. Merci Benjamin Soro et grand merci à vous, Monsieur le ministre, pour avoir accepté notre invitation. Cette tribune, je le rappelle, est celle des membres du gouvernement qui viennent ici pour dire aux populations ce qu'ils font au quotidien pour l'amélioration de nos conditions de vie. Merci à tous les collaborateurs du ministère des Eaux et Forêts, tous les collaborateurs donc de Monsieur le ministre. Ils sont venus soutenir leur chef. Bien de choses à vous, chers téléspectateurs, et à très vite pour un prochain numéro de Ça fait l'actualité. Bonsoir.